Bienvenue à vous. Content de vous retrouver pour ce nouveau funeste fret et vous l'aurez sans doute remarqué. Observez, n'ayant pas rencontré d'objection de votre part, je vous l'avais dit, hein, ou alors il faudrait pour ça vous taire à jamais. Non, pas d'objection de votre part, alors j'ai procédé au retrait d'un certain nombre de numéros anciens jusqu'à une certaine époque. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, mais je vous prierai de considérer ces anciens numéros au fil des années à notre humble rythme comme ayant été de l'entraînement. Voilà, une façon de s'exercer. Tout sera refait autrement et j'espère mieux. Je l'ai déjà dit, et de temps en temps, dans nos funestes, en ouverture de numéro ou pas, oui, conceptuellement, une séquence qui serait axée sur une anecdote, prétexte ou non à revenir ici, ce sera le cas à un de nos numéros précédents, au contenu ici du numéro de la semaine dernière où il avait été question de Gobineau, une séquence anecdotique, de curiosité. Et c'est que je me suis rappelé, après avoir enregistré le numéro de la semaine dernière, que j'avais dans ma bibliothèque aussi, je me suis rappelé de ce petit ouvrage de 1929 qui avait été rédigé par un nommé, permettez quelques instants. Alors oui, il est posé ici. Ça s'appelait Trois aspects de Gobineau par un nommé Léon Defou. Et pour commentaire, oui, monsieur Léon Defou, 1929, pour les collectionneurs, hum, les chercheurs, le cas échéant. Je mets les références aussi en description, comme pour tous les autres livres dont il sera question. J'avais indiqué en commentaire, permettez, ce petit papier, il faut aller page 13. Les pages, comme pour tous les vieux bouquins, ne sont pas très aisé pour ce qui est de les tourner. J'avais indiqué, oui, qu'il fallait voir ce bouquin comme je l'avais vu comme un des survivants imprimés de cet étrange mode Gobineau qu'il y aurait eu en France, dit-on, dans les années 1927 et 1929, pardon. On parle même de snobisme autour de lui, mais la réédition à cette époque de ses livres, oui, j'avais noté ça aussi. Je dirais toujours ça aujourd'hui, la réédition à cette époque de ces livres, les moins, si pas les moins terribles, on va dire les moins réussis, a permis ces bouquins de nous les transmettre à un moment, au moins. Et il est question au début de cet essai de son château. On devrait plutôt parler on devrait dire une sorte de demeure de résidence fortifiée dans le département de l'Oise, corrigez-moi au besoin, à Try. Gobineau fut châtelain de Try. Il avait hérité de cette demeure. Oui, il en avait fait acquisition par héritage de son oncle, un personnage de nos jours, on le qualifierait sans doute comme ça de quelqu'un d'assez cool, un nommé Jérôme Thibaudet. Jérôme Thibaudet, et Gobineau fut aussi à partir de 1863 le maire de cette petite commune de Try. Il aurait procédé de façon franchement très, très chouette, très humaine, à l'adresse de ses concitoyens durant la crise, les événements des années 1870, 1871, où il se trouvait alors sur le sol français. Et ce château, acquisition en 1857, vous allez le voir en fin de séquence, en 1857 pour l'acquisition. Il le revendra un an après sa mise en retraite en tant que diplomate. Je m'étais gouré la semaine dernière, il ne l'avait pas encore été, mais bon voilà, je me corrige aujourd'hui. Il ne l'avait pas encore été mis à la retraite au moment de faire la connaissance de Richard Wagner. Mais bon voilà, hein, vous me direz, c'est du détail, mais des fois je suis assez tatillon, il faut bien le dire. Il le revend en
1878 et c'est qu'au moment de faire son acquisition, il n'avait absolument pas peiné pour ce qui était de se convaincre que là, s'était trouvé naguère, vous savez, son ancêtre viking. On en parlait la semaine dernière. Hem, ce chef viking, Ottar Jarl, dont il disait être le descendant, et la première fois qu'il s'y était rendu, il n'avait éprouvé aucune difficulté à se convaincre. C'est là que se trouvait autrefois le bourg de ce pirate norvégien, ainsi qu'il l'intitulait dans le livre qui lui a consacré l'histoire d'Ottar. Ottar Jarl, je voulais surtout, perso épingler le fait que, 100 ans avant lui, au même endroit, dans la même demeure, avait résidé, hem, sous pseudo, hein, protégé, pas sous la protection du prince de Conti, l'espace d'un an seulement, mais pas n'importe qui pour autre personnalité, Jean-Jacques Rousseau. Voilà, Gobineau, Rousseau, 2 auteurs qu'on ne serait pas nécessairement tenté, d'associer, ne serait-ce que dans l'histoire, des idées, même si Gobineau était assurément un écrivain du 19e siècle qui écrivait dans la langue, le style, du 18e. Et je vais vous rapporter ce qui est dit au sujet de, Jean-Jacques, page 13. Hem, donc Rousseau ne fit qu'y passer une année, sous le nom de Renon, oui, une année au bout de laquelle il partit plein de rancœur, rapporte-t-on, hein, plein de rancœur à son habitude, ajoute l'auteur, et laissant au prince de Conti, lettre de juin 1768, cette phrase: «Monseigneur, ceux qui composent votre maison, je n'en accepte personne, sont peu faits pour me connaître. Soit qu'ils me prennent pour un espion, soit qu'ils me croient honnête homme, tous doivent également craindre mes regards. On montre encore dans la tour du château, ajoute l'auteur, intéressant, de même sous la toiture, hanté par les chauves-souris, la chambre où Rousseau aurait, dit-on, écrit la seconde partie de ses confessions. Et Gobineau, pour sa part, comme ouvrage le plus important qu'il aura écrit là, son histoire des religions et philosophies dans l'Asie centrale. Oui, et sur la porte, à l'intérieur de la chambre, cette inscription est peinte: Jean-Jacques Rousseau, 22 juin 1767, 5 juillet 1768, au bord de la route, face à la tour, un pauvre monument a été élevé au philosophe. Qu'est-ce qui pouvait bien venir à l'esprit de Joseph Arthur lorsqu'il tombait sur ces reliques de la présence du philosophe genevois, hein, je crains, oui, à mon avis, à mon sens, on ne le saura jamais. Vous ne l'avez pas encore vu, ce château. Alors, voici, oui, toujours ces pages dures à tourner à l'ancienne. Oui, quand je vous dis, il s'agissait davantage d'une bonne demeure fortifiée. Et Gobineau s'installait de temps en temps face à la rue, et lorsque certains concitoyens souhaitaient discuter avec lui d'affaires publiques, ça, bien souvent, ça commençait à partir de la petite commune. Oui, Try, si vous êtes de là, si vous pouvez nous en dire davantage, il ne faut pas hésiter, comme pour tous les sujets que nous abordons. Faut pas avoir peur d'intervenir en comment, hein. Et en fin de numéro, je remets en ligne, j'ai dit Gobineau, un écrivain français qui sera resté dans la plus complète obscurité, de son vivant en tant qu'auteur, contrairement à son contemporain Hugo, à son aîné, de quelques années tout de même. Hugo 1802, la naissance, 1816, pour Joseph Arthur.
Oui, Victor Hugo qui, pour sa part, à partir d'une époque, sera carrément sur le plan de sa reconnaissance devenu l'emblème de ce régime de la troisième République, au point que, certains quelque peu, amers des fois, l'auront vu comme devenu la baudruche de cette troisième. Il n'y était pour rien, hein, lui, à la base, mais il y en a qui, ont vu, ce qu'on faisait de lui à partir d'une époque comme ça, la baudruche de la troisième République, il va sans dire que ce sera sous de meilleures dispositions en général à l'adresse de Victor que nous clôturerons ce numéro avec la remise en ligne de sa chaise de Charlemagne qui fait partie de ce superbe volume, un acte éditorial chez Folio, il y aura bientôt 2 ans, Rhin. Ces textes regroupés autour du Rhin et de l'Allemagne, c'est une évocation de l'histoire de l'Allemagne et pareillement un peu de l'histoire de tout le, continent européen, où se mêle le folklore local et l'évocation, nous allons le voir à la fin de ce numéro, si vous êtes partant pour nous suivre jusque-là, l'évocation de d'autres grands personnages, d'autres grandes, personnalités rencontrées au fil des siècles. La chaise de Charlemagne et sur Victor Hugo, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, pour en finir avec eux, Gobineau, Rousseau, 2 personnages, 2 auteurs pour qui j'ai énormément d'admiration, même si je ne les tiens pas l'un et l'autre, je ne me tiens pas dans le même type de rapport entre guillemets «intellectuel» par rapport à l'un et à l'autre. Gobineau, c'est surtout l'artiste que j'admire, hein, et aussi, toute même son profil, son parcours, pas toujours des plus enviables, mais prêtant aussi à la rêverie, fut-elle, celle d'un oui, d'un promeneur solitaire, d'un rêveur solitaire, et nous avons vu que le concernant, pour sûr, avec les années, ce fut de plus en plus souvent aussi le cas le concernant lui, Gobineau. Sur Hugo, j'aimerais bien maintenant, sur Hugo, vous lire ceci qui se trouve, dans le nouveau livre de madame Hélène Cixous. Et qui ce sont des textes, écrits qu'elle a retrouvés, écrits par elle et qui n'étaient pas datés à diverses époques de sa carrière. Madame Sixous, 88 ans, cette année, et elle écrit à un moment donné: «J'ai besoin de Hugo» à la fin du premier chapitre, de cet ouvrage, auquel elle a donné rétrospectivement, elle a choisi ce titre ensuite. Elle a choisi de l'intituler «L'an 2021 nuit» et avec différentes sections, notamment «Je n'ai pas été en CC». Vous n'aurez pas de mal à comprendre ce qu'elle nous dit, pour Victor, voici: «J'ai besoin de Hugo. Je lis le dernier jour d'un condamné en pleurant. Par ce texte, l'homme Hugo est élevé et couronné, juste, sauvé, sauvant, élevant l'élan littéraire au sacré. Où est-il, ces jours-ci? L'être, ou elle, qui donne souffles écrits au massacré. Je suis à la porte. Je ne sais pas de quel côté. Hélène Sixous, c'est, son livre, elle l'a intitulé «Et la mer pond vite un dernier œuf». C'est sorti à la NRF, chez Gallimard. NRF, ben, c'est parfait pour notre transition. C'est que tout au long, de cette année, pour le 100e anniversaire de la disparition plutôt, de l'intéressé, un merveilleux monsieur, Jacques Rivière, eh bien, on va y revenir chaque mois, tout au long de cette année, au moins une fois par mois. On va s'efforcer de revenir à un aspect de la production de Jacques Rivière dont nous célébrerons le 100e anniversaire de la disparition. Déjà le mois prochain, en février, Jacques Rivière qui était
contemporain direct absolu là, du compositeur Erik Satie, né la même année en 1866 et tous 2 disparus en 1925. Jacques Rivière est davantage passé à la postérité pour son travail sur le plan éditorial, par extension rédactionnel, pour la maison Gallimard, à la tête de la Nouvelle Revue Française, sur laquelle, dit-on, les derniers temps, il exerçait un contrôle qu'on peut qualifier d'absolu, même si sa production d'écrivain, et c'est sur ça que nous allons essayer, je dis bien essayer, de nous pencher, si je peux, là aussi, là encore, vous donner envie, tant mieux. Et c'est que si vous voulez déjà commencer, hein, si vous voulez lire dans le courant de 2025 des livres de Jacques Rivière, j'en ai déjà retiré deux de ma bibliothèque. Le premier, histoire de commencer de façon assez agréable avec une correspondance, même si c'est tout de même une correspondance soutenue. Alors, sur le plan éditorial, à la NRF, parmi les artistes, nous nous arrêterons sur cette formule, mais nous aurions très bien pu en élire une autre, mais mettons parmi les artistes que Jacques Rivière aura révélés, qui fut là-dedans la figure de proue? Marcel Proust, bien entendu, est le 1er des 2. C'est la correspondance avec Marcel, édité, permettez, oui, tous mes bouquins, vous connaissez l'histoire, hein, toujours impeccablement rangés, mais c'est très rapidement la débandade. Et les éditions les éditions Sillage proposées en 2016 avait sorti Marcel Proust, Jacques Rivière, La correspondance allant de 1914 à 1922. Oui, sur fond blanc et vert comme ça ne risque pas d'apparaître très bien, et on rapporte pareillement. On rapporte qu'il aurait tout fait. Ça lui ressemblerait, je crois, assez bien à Marcel. Il avait tout fait, hein. Marcel nous quitte 3 ans avant Jacques Rivière en 1922, et il aurait tout fait, l'auteur de La recherche du temps perdu. Il s'était arrangé pour que son éditeur éprouvât le moins de difficultés, le moins de mal possible pour ce qui était d'agencer la dite recherche, hein, les volumes ultérieurs, édités ultérieurement, de à la recherche du temps perdu, de façon à ce que, voilà, ça se passa de manière tout à fait sereine dans le chef de Jacques Rivière. Correspondance Rivière-Proust chez Sillage. Et si vous ne reculez pas devant du lourd de chez lourd, il y a ça. Oui. Jacques Rivière, philosophe. Jacques Rivière sur oui, si vous ne reculez pas devant des ouvrages traitant de philosophie, de théo. Ici, la théodicée de Fénelon et ses éléments quiétistes par Jacques Rivière, suivi de Fénelon 1908, Jacques Rivière, philosophe, un essai que l'on doit là à Monsieur François Trémolière. Voici ce bouquin, c'était aux marches du temps. Et c'est prétexte pour nous à présent. On l'aura vu passer une fois, comme ça, on va le voir. En portrait, Jacques Rivière. Oui, c'est du costaud. La Théodicée de Fénelon de Jacques Rivière. J'aurai certainement l'occasion de vous en lire l'un ou l'autre fragment dans le courant de cette année 2025, pour vous donner une idée, car c'est tellement topique le fragment qui va suivre, pour ce qui est de comprendre quel rôle il aura joué dans l'histoire de la littérature française, de l'édition française, de l'édition par extension, Jacques Rivière, hein, son rôle là-dedans. Je vais vous lire ce fragment, celui que je trouve tellement topique par rapport à ça, tellement les choses sont bien dites, bien résumées par son biographe Jean Lacouture. Et c'est disponible aussi en folio.
Oui, il est où? Petit instant, permettez, on se calme. On demande Jean Lacouture, le livre de Jean Lacouture, permettez. Ah là 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 là, c'est incroyable. Je fais une petite pause et il apparaît directement. Non, pas de petite pause, on risque d'avoir un problème de son. Je suis navré, vraiment, je sais. Ah, oui, je la reconnaissais que tout derrière comme ça. Pardon, franchement, hein, contre l'invasion du magique et le recours au sacré, contre l'aspiration du littérateur à une fonction sacramentelle. Je m'interromps un petit instant, je n'ai pas dit, c'est que Jacques Rivière, lui, il s'est efforcé, par rapport précisément à des gens comme Hugo, il a voulu, bon, il n'avait rien contre, hein, il était on ne peut plus admiratif à l'adresse de ses grands prédécesseurs, de ses grands anciens, mais il a tenu tout particulièrement à s'affranchir de l'influence assez écrasante qu'ils avaient pu exercer à partir d'une époque. Et quand je dis s'affranchir, s'affranchir aussi de ce qui avait pu être légué par le courant romantique. Alors, on nous dit, Jean Lacouture écrit contre l'invasion du magique et le recours au sacré, contre l'aspiration du littérateur à une fonction sacramentelle, Jacques Rivière plaide, lui, il plaide pour l'autonomie de la littérature. Pour lui, l'écrivain n'a plus de raison de se demander pourquoi il écrit que l'homme n'en a de se demander pourquoi il vit. Contre la prétention des manieurs de mots à jouer les fils du soleil, le directeur de la NRF met l'accent sur le principe de relativité qui inspire de plus en plus les sociétés modernes. Il dit la littérature apparaîtra comme une activité relative à notre esprit et ne pouvant porter que sur notre expérience. Fin de citation. Et de se référer à la modestie du dessin de Marcel Proust fait pour scandaliser notre âge, peuplé de prophètes, dessin d'une modestie telle qu'on n'en a pas connu d'aussi fécond depuis l'époque classique. L'époque classique, rarement Rivière aura exprimé aussi clairement face à l'insurrection du magique sa nostalgie du magistère de l'intelligence et de la mesure. Rarement il aura dénoncé aussi brutalement les méfaits du romantisme, ce qu'il voyait comme tel, c'est moi qui ajoute. S'il ne peut cacher la fascination qu'exerce sur lui ce petit groupe de gens chargés d'assurer nos communications avec l'absolu, il leur refuse le droit d'imposer par la terreur, oui, c'est ça, le droit d'imposer par la terreur la fonction qu'ils ont choisie. La conclusion ne rejette rien que le cléricalisme des magiciens. L'essentiel, je cite encore Rivière, l'essentiel pour retrouver un équilibre me paraît être de concevoir dans de fortes limites les possibilités de l'écriture, de ne pas confondre les suggestions de l'inconscient avec une révélation extérieure et de ne pas subordonner l'opération littéraire à des fins transcendantes. Il y a beaucoup de grandeur dans un peu de vérité, équilibre, forte limite, refus de la révélation et des fins transcendantes dans l'ordre esthétique, sublimation du peu de vérité qui ne se prend pas pour la vérité. Voilà un projet qui s'avoue rigoureux, laïque, séculier, positif, pour tout dire classique, longtemps dominé par les mages, de Hugo à Breton, la littérature doit se relativiser. Elle doit se relativiser, elle doit retrouver son autonomie, sa modestie, le réel, qui n'a guère à voir avec le réalisme. Jean Lacouture, et il avait sous-titré, oui, consistante, son énorme biographie de Jacques Rivière, une adolescence du siècle Jacques Rivière et la NRF. Je vous le montre aussi, comme ça on l'aura vu sous deux angles. Deux angles, deux portraits, deux clichés, comme vous voulez. Retour dans Funeste Frette à Jacques Rivière bientôt. Avant, oui, dans quelques instants, on va se rendre à Aix-la-Chapelle pour la chaise de Charlemagne.
hein, je tenais beaucoup à le remettre en ligne, celui-là, juste avant, par rapport à notre émission. J'aimerais tout de même le dire une fois, je vous prie de croire que je ne suis plus j'ai non, je n'irai pas jusqu'à dire que je ne suis plus pour ça que l'ombre de ce que j'ai été, mais je vous prie de croire que j'ai tout de même été un présentateur d'une autre trempe. Le manque d'exercice, le manque, d'endurance pendant près d'une pas loin d'une vingtaine d'années et tout le temps de réaliser aussi que ça ne se passe pas nécessairement de la même manière en face d'une webcam que dans la configuration, matérielle, techno d'un studio radiophonique. Mais on va laisser le passé où il est, hein, et on va continuer, comme je l'ai dit, si vous êtes d'accord, notre bonhomme de chemin, de se retrouver comme ça, semaine après semaine, autour de nos petits bouquins. Et je pourrais m'aider, il est vrai, par rapport à ma manière de présenter, je pourrais m'aider d'un prompteur. C'est une idée, ou me contenter de ne rien faire d'autre que vous lire les textes et partant me lire aussi, mais j'aime bien. Et n'ayez pas peur là non plus de me dire ce que vous en pensez, j'aime bien m'exprimer, comme ça, un petit peu comme si je me trouvais, face à vous. Il y eut une époque où je passais mon temps à supprimer, par le biais du montage YouTube, j'éliminais absolument la moindre respiration, le moindre relâchement, le moindre et puis je me suis dit que ça pouvait tout de même nous faire pas mal de bien, que nous efforcer, tout de même, fût-ce dans un rectangle californien, nous efforcer de nous retrouver et partant de nous assumer comme tels, nous retrouver, nous-mêmes, fût-ce dans ce rectangle, de nous assumer en tant que tels, de nous réapproprier pour ce qui est de nous efforcer de nous réapproprier et dans le temps et dans l'espace. Dites-moi ce que vous en pensez et j'aimerais bien, juste une fois, rien qu'une fois, à l'adresse de celles et ceux comme ça qui, m'ont bien fait comprendre qu'ils éprouvaient de la répugnance à me partager, hem, au sein de mes connaissances et à l'adresse de leurs connaissances respectives, en guise de répugnance, il y eut un temps, tout de même, oui, à ce que j'ai compris, ça pourrait être attentatoire à votre image, à votre sérieux sur le plan socio-professionnel, attentatoire à vos sources de revenus à vous, hein, à votre image, à vos sources de revenus un peu par rapport à tout ça, la répugnance que vous éprouvez vous m'avez bien fait comprendre ça, à m'exhiber, à me montrer à vos relations. Bon, n'ayez crainte, je ne risque plus, pour ça d'insister auprès de vous, mais en guise de répugnance. Il y eut tout de même une époque où vous n'en éprouviez aucune pour ce qui était de venir me trouver. Vous étiez bien content alors de m'avoir, pour, et gratuitement faire la promotion de vos daubes et j'ai bien envie de dire juste une fois comme ça, mais ce ne sera pas très joli, mais juste une fois comme ça, j'ai très envie, la promotion de vos propres merdes. C'est dit. Victor Hugo, alors lui, Victor Hugo, il est pas de difficulté, c'est le Rhin. Oui, pour ce qui était de mettre la main dessus, le Rhin, cette édition d'Adrien Godz, je vois ça comme un acte éditorial, dans la mesure où, pour la première fois, nous disposons encore encore un où vous en aurez pour quelques heures, un épais volume, des textes, autour du Rhin et de l'Allemagne et de bien d'autres choses encore, comme nous l'avons déjà dit, de la part de Victor et à Aix-la-Chapelle. C'est là que, oui, c'est là que nous devons nous rendre et je remets en ligne tout de suite, à Aix-la-Chapelle et dans une sombre chapelle. La chaise de Charlemagne. Victor Hugo, j'espère que ce petit numéro vous aura plu et on se retrouve. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. On se retrouve dans moins d'une petite semaine.
Permettez, je reprends mon souffle. Dans une salle sombre de la chapelle. Le Suisse m'a encore ouvert une armoire. Là est le sarcophage de Charlemagne. Le sarcophage de Charlemagne. C'est un magnifique cercueil romain en marbre blanc, sur la face antérieure duquel est sculpté du ciseau le plus magistral l'enlèvement de Proserpine. J'ai longtemps contemplé ce bas-relief qui a 2000 ans. À l'extrémité de la composition, 4 chevaux frénétiques, à la fois infernaux et divins, conduits par Mercure, entraînent vers un gouffre entr'ouvert dans la plainte un char sur lequel crie, lutte et se tord avec désespoir Proserpine, saisi par Pluton. La main robuste du dieu presse la gorge demi-nue de la jeune fille qui se renverse en arrière et dont la tête échevelée rencontre la figure droite et impassible de Minerve casquée. Pluton emporte Proserpine, à laquelle Minerve, la conseillère, parle bas à l'oreille. L'amour souriant est assis sur le char, entre les jambes colossales de Pluton, derrière Proserpine, se débat, selon les lignes les plus fières et les plus sculpturales, le groupe des nymphes et des furies. Les compagnes de Proserpine s'efforcent d'arrêter un char attelé de 2 dragons et les Inivonne, qui est là comme une voiture de suite. Une des jeunes déesses qui a saisi hardiment un dragon par les ailes lui fait pousser des cris de douleur. Ce bas-relief est un poème, c'est de la sculpture violente, vigoureuse, exorbitante, superbe, un peu emphatique, comme en faisait la Rome païenne, comme en eût fait Rubens. Ce cercueil, avant d'être le sarcophage de Charlemagne, avait été, dit-on, le sarcophage d'Auguste. Enfin, par un autre escalier étroit et sombre qu'ont monté depuis 6 siècles bien des rois, bien des empereurs, bien des passants illustres, mon guide m'a conduit jusqu'à la galerie qui forme le premier étage de la rotonde et qu'on appelle la Hochmünster, là, sous une armure de bois qu'il a enlevée à demi et qui ne tombe jamais entièrement que pour les visiteurs, couronnée. J'ai vu le fauteuil de pierre de Charlemagne. Ce fauteuil bas, large, à dossier arrondi, formé de 4 lames de marbre blanc nues et sans sculpture, assemblées par des chevrons de fer, ayant pour siège, pour siège, ayant pour siège une planche de chêne recouverte d'un coussin de velours rouge, est exaucé sur 6 degrés, dont 2 sont de granit et 4 de marbre blanc. Sur ce fauteuil, revêtu des 14 plaques byzantines dont je vous parlais tout à l'heure, au haut d'une estrade de pierre à laquelle conduisaient ces 4 marches de marbre blanc, la couronne en tête, le globe dans une main et le sceptre dans l'autre, l'épée germanique au côté, le manteau de l'Empire sur les épaules, la croix de Jésus-Christ au cou, les pieds plongeant au sarcophage d'Auguste, l'empereur Charlemagne était assis dans son tombeau. Il est resté dans cette ombre, sur ce trône et dans cette attitude pendant 352 ans, de 814 à 1166. Ce fut donc en 1166 que Frédéric Barberousse, voulant avoir un fauteuil pour son couronnement, entra dans ce tombeau dont aucune tradition n'a conservé la forme monumentale et auquel appartenaient les 2 saintes portes de bronze adaptées aujourd'hui au portail. Barberousse était lui-même un prince illustre et un vaillant chevalier. Ce dut être un moment étrange et redoutable que celui où cet homme couronné se trouva face à face avec ce cadavre également couronné, l'un dans toute la majesté de l'Empire, l'autre dans toute la majesté de la mort. Le soldat vainquit l'ombre, le vivant déposséda le trépassé, la chapelle garda
Le squelette Barberousse prit le fauteuil de marbre, et de cette chaise où avait siégé le séant de Charlemagne, il fit le trône où est venu s'asseoir pendant 4 siècles la grandeur des empereurs. 36 empereurs en effet, y compris Barberousse, ont été sacrés et couronnés sur ce fauteuil dans le Hochmünster d'Aix-la-Chapelle. Ferdinand Ier fut le dernier, Charles Quint l'avant-dernier. Depuis, le couronnement des empereurs d'Allemagne s'est fait à Francfort. Je ne pouvais m'arracher d'auprès de ce fauteuil si simple et si grand. Je considérais les 4 marches de marbre blanc rayées par le talon de ces 36 Césars qui avaient vu s'allumer là leur illustre rayonnement et qui s'étaient éteints à leur tour. Des idées et des souvenirs sans nombre me venaient à l'esprit. Je me rappelais que le violateur de ce sépulcre, Frédéric Barberousse, devenu vieux, voulut se croiser pour la seconde ou la troisième fois et alla en Orient. Là, un jour, il rencontra un beau fleuve. Ce fleuve était le Cygnus. Il avait chaud et il eut la fantaisie de s'y baigner. L'homme qui avait profané Charlemagne pouvait oublier Alexandre. Il entra dans le fleuve dont l'eau glaciale le saisit. Alexandre, jeune homme, avait failli mourir. Barberousse, vieillard, y mourut. Un jour, je n'en doute pas, une pensée pieuse et sainte viendra à quelque roi ou à quelque empereur. On ôtera Charlemagne de l'armoire où des sacristains l'ont mis, et on le replacera dans sa tombe. On réunira religieusement tout ce qui reste de ce grand squelette. On lui rendra son caveau byzantin, ses portes de bronze, son sarcophage romain, son fauteuil de marbre exaucé sur l'estrade de pierre et orné de 14 plaques d'or. On reposera le diadème carolingien sur ce crâne, la boule de l'empereur sur ce bras, le manteau de drap d'or sur ses ossements. L'aigle d'airain reprendra fièrement sa place au pied de ce maître du monde. On disposera autour de l'estrade toutes les chasses d'orfèvrerie et de diamants comme les meubles et les coffres de cette dernière chambre royale. Et alors, puisque l'Église veut qu'on puisse contempler ces saints sous la forme que leur a donnée la mort, par quelques lucarnes étroites taillées dans l'épaisseur du mur et croisées de barreaux de fer, à la lueur d'une lampe suspendue à la voûte du sépulcre, le passant agenouillé pourra voir au haut de ces 4 marches blanches qu'aucun pied humain ne touchera plus, sur un fauteuil de marbre écaillé d'or, la couronne au front, le globe à la main, resplendir vaguement dans les ténèbres ce fantôme impérial qui aura été Charlemagne. Ce sera une grande apparition pour quiconque osera hasarder son regard dans ce caveau, et chacun emportera de cette tombe une grande pensée. On y viendra des extrémités de la terre, et toutes les espèces de penseurs y viendront. Charles, fils de Pépin, est en effet un de ces êtres complets qui regardent l'humanité par 4 faces. Pour l'histoire, c'est un grand homme comme Auguste et Sésostris. Pour la fable, c'est un paladin comme Roland, un magicien comme Merlin. Pour l'Église, c'est un saint comme Jérôme et Pierre. Pour la philosophie, c'est la civilisation même qui se personnifie, qui se fait géante tous les 1000 ans pour inverser, pour traverser, pardon, nous arrivons à la fin, pour traverser quelques profonds abîmes, les guerres civiles, la barbarie, les révolutions, et qui s'appellent alors tantôt César, tantôt Charlemagne, tantôt Napoléon. Merci à vous.